Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Terrible, pas tout de suite parce que j'avais encore pas mal d'événements juste derrière, donc j'ai pas trop eu le temps de réaliser que c'était fini, j'ai vite enchaîné. Mais janvier 2025, terrible. Franchement, grosse remise en question de ma vie, à me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en me disant que j'ai limite vécu une consécration de carrière à 29 piges, quoi. Donc un peu dur. Quand on est athlète de haut niveau, on se rend pas forcément compte des souvenirs que le public se crée avec nous. Et c'est un peu ce que moi j'ai vécu avec mon invité du jour. Parce que comme beaucoup, je la découvre dans la célèbre émission de télé Koh-Lanta. Et de sa saison, en vrai, je me rappelle pas grand chose. Si ce n'est qu'elle était en binôme avec une autre fille qui s'appelle Laure. Et moi, j'ai adoré suivre son aventure, même si les magnétos de la prod, clairement, ils m'agaçaient de fou. Mais après ça, elle qui avait été athlète de haut niveau en gymnastique et en plongeon, elle décide de prendre le virage du journalisme de sport. Elle le faisait déjà un petit peu avant, mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que je l'ai suivi ensuite. Et étant donné que moi, c'est le métier que j'avais toujours rêvé, bah forcément, je regarde l'évolution jusqu'à Paris 2024. Je vais célébrer les performances de nos Bleus au Club France. Et qui est là en tant que speaker pour faire la fête et animer le public ? Maxine. Donc je suis trop contente de pouvoir partager cet épisode aujourd'hui avec toi, Maxine, dans Tribune et Podium. Merci pour tous ces souvenirs. Et aujourd'hui, on s'en crée un enfin ensemble. Donc merci. Bonjour à toi. Salut tout le monde. Mais tu commences comme ça, là, par m'émouvoir directement. Ah non, mais quand même. Bah non, mais il faut dire ce qui est, les souvenirs qu'on a avec toi, mais que tu ne sais pas qu'on a avec toi. Donc voilà. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. J'adore. Et tu sais quoi, c'est une question que je me suis souvent demandé parce que c'est vrai que quand tu demandes aux gens de se présenter, ils disent bah moi je m'appelle Maxine et je suis journaliste de sport, mais en fait je me suis toujours dit pourquoi on dirait pas genre moi je m'appelle Maxine, je suis ultra solaire, je suis un peu chiante quand je mange pas. Tu vois, genre j'aimerais bien que les gens ils se présentent comme ça avec leur vraie personnalité. Mais ouais, c'est ce que je dirais de moi. Écoute, je vais bientôt avoir 31 ans, ça passe vite. Apparemment la trentaine c'est le meilleur âge de la vie. C'est ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Moi, je me sens bien. Tu vois, je me sens bien. C'est une période de ma vie où je suis méga heureuse, posée, avec mon mec, dans mon taf, je suis épanouie. Franchement, je suis hyper fière de tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années. Et je pense que c'est peut-être la trentaine qui te fait un peu... t'as toujours envie d'avoir plus tout le temps. Et ben moi, là, j'aime bien me dire que je suis hyper satisfaite de ce que j'ai là, à l'instant T. Et je voudrais rien changer, en fait. Et je pense que si on devait te décrire aussi, nous, en extérieur, sans parler de sport pour toi, on met direct que t'es quelqu'un qui a toujours le sourire. Parce que vraiment, je crois que je ne t'ai jamais vu sans ce sourire. Non, mais c'est hyper important. Je pense que ça me caractérise bien, en vrai. Je sais pas, j'aime bien, t'es curieuse de la vie, tu rencontres plein de gens, j'ai un super métier, tout est tout le temps différent. Bah, je suis juste heureuse, en fait. Donc c'est cool. Ça a pas toujours été comme ça, mais tu vois, faut en profiter. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, je pense que j'ai toujours essayé de garder le sourire, même dans les moments où ça va pas trop et où t'as des downs dans la vie. Ouais, je pense que c'est important pour moi. Et maintenant, je veux bien que tu me fasses une phrase pour me dire comment tu vis le sport aujourd'hui, puisque tu n'es plus athlète, mais quelle place a le sport aujourd'hui dans ta vie ? Il a toujours eu une place énorme et il en a toujours aujourd'hui, et de par mon métier, mais même si je faisais pas ce métier-là, en fait, j'aurais pas pu faire un autre métier qu'un métier en rapport avec le sport, ça c'est sûr. C'est le seul truc dont j'étais sûre, tu vois, je savais pas quel métier j'allais faire, mais je savais que ça aurait un rapport avec le sport. Il a une place dans ma vie parce que mon conjoint est joueur de tennis, donc aussi, je t'avoue que voilà, je suis de tennis. Mais au-delà de ça, j'ai des parents qui m'ont toujours fait regarder du sport à la télé. Avec mon grand frère, on s'est toujours suivis dans nos sports respectifs quasiment. Je suis née comme ça, j'ai grandi comme ça et ça changera pas, même si c'était demain, quelque chose de logique dans ta famille. Le sport, ça avait une place dominante, quoi. Et ça l'aura quand j'aurai des enfants. Je peux te dire que je trouve que c'est des super valeurs et vraiment, j'ai envie que mes enfants fassent du sport, pas à haut niveau, mais
juste pour les valeurs que ça te transmet. T'as commencé par quoi, toi, quand t'étais petite? J'ai commencé baby gym, classique, à 3 ans. Classique. C'était trop bien. J'ai fait de la gym artistique, du coup, jusqu'à mes 9 ans. Et après, j'ai basculé en gymnastique acrobatique parce que c'était un sport collectif. Tu vois, où c'est des pyramides, tu fais des saltos, t'es avec tes copines. Ce côté-là m'a bien plu. Et en fait, mon frère faisait du trampoline dans le club de Bois-Colombes. Et c'est comme ça que j'ai découvert la gymnastique acrobatique, c'est en allant le voir à l'entraînement. Et ouais, j'ai tout de suite kiffé cet esprit plus collectif que la gym artistique. Ouais. Donc, j'en ai fait jusqu'à mes 15 ans. Tu te souviens de ce que tu as ressenti justement sur ces premiers entraînements, peut-être les premières compètes aussi, ce que ça représentait pour toi Ce dont je me souviens, c'est que vraiment, quand je suis arrivée dans le club et que j'ai découvert cette discipline, c'était une famille. C'était une vraie famille. C'était du pur plaisir. Et tu vois, ces années-là, je les regrette parce qu'après, ça s'est transformé en... Pas en calvaire, c'est pas le bon mot, mais la gym, c'est dur. C'est vraiment dur. Mais voilà, ces premiers souvenirs que j'ai dans le club, c'est vraiment du pur plaisir. Je suis là, je sais pas du tout si je vais aller loin. Je suis pas douée. Enfin, honnêtement, quand j'arrive en gym accro, je suis pas souple. Il y a rien qui dit que je vais aller beaucoup plus loin derrière. Par contre, je suis une bosseuse. Mais vraiment, au début, c'est du pur plaisir. T'es dans la découverte. C'est trop cool. Et puis en gym, il y a un enjeu aussi. Alors, tu vas me dire de quoi tu rêvais quand t'étais petite, mais il y a un enjeu où il faut y arriver très vite, très jeune, parce que sinon après c'est un peu trop tard déjà. Et donc toi, quand tu découvres tout ça, est-ce que tu as des rêves de grandes compétitions? Enfin, toi qui as baigné dans le sport en plus dès le plus jeune âge, peut-être que c'est quand même dans ta tête. C'est une trop bonne question, mais je pense que j'ai toujours eu un côté de moi où j'ai été ambitieuse, peut-être dès le plus jeune âge, mais sans forcément vouloir faire comme mon papa qui était double champion du monde d'une discipline de la gym que personne connaît aujourd'hui maintenant, le tumbling. Mais si, moi j'adore. T'aimes bien? Moi j'ai fait de la gym et du tramp, donc ouais, voilà. Ouais, ça fait sens. Je connais. Non, mais je pense que j'ai toujours été ambitieuse, mais j'avoue que vraiment gym accro, je me suis pas vue faire une vraie carrière. En revanche, c'est vrai que c'est venu assez vite parce que je me souviens que dès ma première année, je fais des championnats de France. Je m'améliore très vite, je progresse super vite. Et en fait, après, t'es pris dans un engrenage où ça devient une habitude. Tu fais tes cours et puis après, tu vas te taper 3 heures d'entraînement le soir. Tu rentres à 21h, t'as 10 ans. Enfin, en vrai, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, j'avais un rythme de vie de fou à 10 ans. Et donc à 10, 11, je progresse encore. Pour le coup, là, je me stabilise avec 2 partenaires, donc on forme un trio. Et on est bien ensemble et les résultats vont assez vite et tout s'enchaîne. Et pendant 5 ans, je suis en équipe de France et je suis mieux en mieux. Enfin, je m'améliore de fou jusqu'à mes 15 ans où mes partenaires décident d'arrêter. Mais moi, je voulais pas arrêter. Et surtout que la gym accro, c'est trop cool que tu te sois senti aussi bien et tout, mais c'est la seule discipline de la gym qui finalement n'a pas sa place au jeu. On pense aussi au tumbling, mais dans la gymnastique pure et dure, on va dire, qui a pas sa place au jeu. Donc en fait, tu le fais vraiment par passion et pas avec des ambitions olympiques parce que c'est pas possible, quoi. Non, c'est clair. Pour moi, le plus important, le Graal, c'était les championnats du monde. Jusqu'à mes 15 ans, je rêvais que de ça. Je t'ai pas dit, mais j'avais un poster d'Émilie Le Pennec quand j'étais petite, donc. Moi aussi. Moi, elle m'a grave inspirée. Oui. Et c'est marrant parce qu'à Bois-Colombes, aujourd'hui, il y a toujours, je crois, la photo de Sarah, Cristal et moi, qui étaient mes 2 partenaires, où on fait 3e au championnat d'Europe, je crois. Cette photo, elle est affichée dans la salle et je pensais jamais avoir une photo. Tu vois, quand je suis arrivée du haut de mes 9 ans dans cette salle de gym accro de Bois-Colombes, je m'attendais jamais à ce qu'il y ait un jour affiché ta photo-là avec Sarah et Cristal. Et du coup, quand elles arrêtent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour la suite? Parce que finalement, toi, c'est pas ton choix, mais la discipline de la gym accro, c'est aussi une équipe. Et quand il n'y a pas l'équipe, c'est compliqué de continuer. C'est là où c'est dur, en fait, parce que si tu veux, quand je te parlais de calvaire tout à l'heure, je pense que pendant 5 ans, j'ai tellement bossé dur. La gym oblige, tu vois, tu dois être parfaite. Tu travailles la perfection. C'est toute ta journée, tu travailles le même mouvement et vraiment, tu fais en sorte que ça soit absolument parfait. Je pense que ça m'a joué des tours encore et que ça me joue des tours encore dans ma vie d'aujourd'hui, ce côté-là. Mais donc, c'était pas drôle. Si tu veux, le côté ludique dont je te parlais au tout début quand j'avais 9 ans, c'est très vite estompé. Et ensuite, tous les jours, quand j'allais à l'entraînement, j'étais stressée. J'avais une boule au ventre. Et en fait, je croyais que ça me plaisait plus. Donc, si tu veux, quand elles arrêtent, c'est un soulagement. Je pense que le premier effet que ça me fait, c'est vraiment, c'est bon, je vais pouvoir un peu me relâcher. Mais dans ma tête, je voulais pas arrêter. Et j'ai pas arrêté tout de suite parce que j'ai retrouvé un partenaire derrière. Et au final, ça l'a pas fait parce qu'il s'est blessé. Mais quand elles ont arrêté,
premier effet soulagement et deuxième effet, je crois que j'aime quand même ça. Et du coup, comment t'arrives au plongeon? Parce que je vais faire vraiment très large, mais c'est une discipline qui est un peu dérivée, on va dire, de l'accro et du trampoline, notamment. Carrément. Parce que, en fait, t'es obligé de t'entraîner à faire les sauts ailleurs que sur le plongeon au départ. Comment t'arrives à ça? Eh bien, j'arrive à ça parce que à 15 ans, je suis encore gymnaste. J'intègre l'INSEP pour avoir des horaires plus aménagés parce que ça commençait à devenir compliqué. Mais du coup, en gym artistique? En gym acrobatique. Accro, ok. Ouais, en gym acrobatique, je suis la seule qui fait de la gym accro à l'INSEP. Vraiment, c'est pour bénéficier des horaires aménagés et être un peu plus tranquille. Donc, j'ai cette chance-là d'intégrer l'INSEP. Et en fait, quand donc mon partenaire avec qui j'ai réessayé après que mes porteuses arrêtent décide finalement de mettre un terme à sa carrière aussi, et ben je me retrouve à l'INSEP toute seule et je me dis mais qu'est-ce que je fais, parce que là pour moi le sport c'était pas fini, je pense que c'était un goût d'inachevé pour moi, ma carrière, et les entraîneurs du plongeon sont venus me voir en me proposant de faire un essai. Je voulais pas du tout faire ça, c'est-à-dire qu'à la base mon frère avait fait du plongeon avant le trampoline et vraiment je détestais le côté eau. Genre pas du tout envie d'aller dans l'eau tous les jours, d'avoir les cheveux mouillés et tout, enfin vraiment ce côté-là ne m'attirait pas du tout. Et en fait c'est vrai qu'en essayant, j'avoue, je me suis dit bon, il y a quand même plein de parallèles avec la gym. Très vite tu progresses parce que tous les saltos, les trucs comme ça, tu les maîtrises, faut arriver par la tête, mais globalement c'est assez facile de passer de l'un à l'autre. Il y a beaucoup de gymnastes qui font du plongeon, mais donc je fonce, et en plus il y a cette opportunité de faire les Jeux olympiques qu'il n'y avait pas en gym macro. Donc là, tu as un truc dans ta tête qui te fait, bah vas-y, trop ouf, quoi. Et du coup, c'est l'enjeu olympique qui te fait trouver de la motivation, mais pas forcément le plongeon, quoi. Complètement. Après, je pense qu'au début, le plongeon, ça m'a amusé aussi. Parce que c'était nouveau. Parce que c'était nouveau, c'est clairement ça. Ouais, c'était nouveau et ça va. Au début, je faisais pas des trucs trop durs, donc tu vois, je m'amusais un peu, quoi. Et du coup, cet enjeu olympique, finalement, bon, c'est celui qu'on connaît peut-être le plus de toi, c'est que finalement, t'as pas réussi. Tu n'as pas été à Rio. C'est un échec. Non, mais t'étais qualifiée, si je me trompe pas. Non, j'étais pas qualifiée, mais j'étais numéro 1 française. Moi, je voulais me qualifier. Donc, au jeu, t'as 2 disciplines. Au plongeon, t'as le 10 mètres et le 3 mètres. Moi, j'ai un peu fait les deux. J'ai pas vraiment fait de 10 mètres, mais je devais à la base monter plus haut parce que j'avais un profil plutôt type du 10 mètres. J'avais un peu moins de puissance dans les jambes pour faire du 3 mètres avec le tremplin. Oui. Voilà. Mais on va dire que j'étais assez bonne dans les deux, finalement. Et j'ai eu trop peur de monter tout là-haut. Donc, je suis vite redescendue à 3 mètres. Mais du coup, j'étais la meilleure française à 3 mètres. Et franchement, au plongeon, c'est pas si dur de se qualifier pour les Jeux. Soit tu fais, je crois, c'était une finale au championnat du monde et t'es qualifié d'office. Soit t'as un TQO, c'est un tournoi de qualification olympique avec les filles qui sont pas encore qualifiées. Et là, pour le coup, franchement, c'est pas si dur de se qualifier. Donc moi, tu vois, j'allais faire ce TQO, mais j'ai arrêté juste avant, pour le coup. Et comme quoi, juste vouloir faire les Jeux, ça marche pas, en fait. Et là, tu parles de tout l'aspect sport en tant qu'athlète de haut niveau. Mais est-ce qu'à ce moment-là, t'es encore jeune, hein, donc c'est vrai que j'imagine on te parle pas encore de l'après-carrière. Mais toi, t'as quand même déjà des idées un peu de ce que t'aimerais faire après, quand ça s'arrêtera, ou vraiment t'en sais rien, tu vois? Je pense que mes parents, ça a toujours été important pour eux que je fasse les deux, et je les remercie parce que c'est pas facile d'arrêter quand tu te définis que par ça. Mais non, j'avais pas trop d'idées. J'ai suivi mon frère, encore une fois, tu vois, je suis une suiveuse, c'est pas possible. Il est plus grand? Il est plus grand, il a 3 ans et demi de plus. Il a été à l'INSEP, j'étais à l'INSEP, tu vois, il a fait une discipline de la gym, j'en ai fait une aussi. Et là, en l'occurrence, quand il était à l'INSEP, il avait fait une formation de journaliste qui s'appelle Sportcom, qui existe toujours aujourd'hui. Et quand il me racontait ses cours, ça avait l'air hyper drôle. Moi, j'étais encore en première, tu vois, ou en seconde, ou bref. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Il me racontait, ça avait l'air marrant, et je me suis dit, tiens, en plus, ça reste dans le sport, pourquoi pas. Mais franchement, à part ça, je pensais pas finir journaliste un jour, quoi. C'est marrant parce qu'au final, la gym arrive un peu par hasard parce que ton frère en fait. Le plongeon, tu testes parce que bon, bah, de toute façon, t'as plus de partenaire, donc ça a l'air marrant, t'y vas. J'ai subi ma vie, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, j'oserais pas. Mais il y a un peu ce truc de, finalement, enfin, on t'a proposé des choses et tu les as acceptées parce que sur le papier, ça avait l'air cool, et finalement, ça a marché pour toi. Donc, Mais c'est un bon résumé. C'est quoi, j'avais jamais vu ça comme ça. En vrai, c'est un c'est bon pas résumé. Négatif. Non, mais je le prends pas du tout mal. Non, c'est vrai, franchement, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ça marche pas toujours. Tu vois, et c'est peut-être une leçon que j'ai retenue
après toutes ces expériences, c'est que parfois c'est cool, tu vois, t'as une opportunité qui se présente et il s'avère que ça fonctionne hyper bien. Et en l'occurrence, dans mon métier, je trouve que c'est parfait pour le coup, parce que ça m'allait super bien et ça me va bien. Enfin, je trouve que ce métier me reflète bien qui je suis aussi. Mais au plongeon, c'est un échec parce que moi, j'ai voulu faire les jeux parce que tout le monde autour de moi à l'INSEP voulait faire les jeux. Et en fait, au final, j'aimais pas. Enfin, ouais, je pense que j'ai jamais vraiment aimé le plongeon, tu vois. Oui, et du coup, tu t'y es pas mis à 100% comme tu as pu faire avec la gym où tu t'es donné parce qu'il y avait aussi ce truc d'équipe. Ouais, et puis pour la gym, je pense que j'étais vraiment douée. Et finalement, que j'aimais vraiment ça. Ce côté collectif, je l'ai vraiment kiffé, que j'ai pas retrouvé au plongeon. Et ça m'a manqué. Mais finalement, ton expérience olympique, on va y venir, tu l'as quand même vécu. Arrête, tout de suite. Je vois où tu veux en venir. De quoi? Non, tu vas me dire quoi? Tu vas me parler de Koh-Lanta? Non, pas du tout. Ah oui, avec les jeux. Oui. Je pensais que tu allais faire un parallèle. Je parlais vraiment des Jeux Olympiques. Ça, on y reviendra encore après. Non, parce que j'ai quand même envie qu'on fasse un bond dans le temps parce que sinon, on va parler de d'autres sujets, mais pas celui qui nous intéresse le plus. En fait, ce qui est trop cool, c'est que direct, quand j'ai arrêté le plongeon, pour le coup, ce que j'avais bien prévu, c'est que j'avais mes études de journalisme et ça me plaisait. Et en fait, j'ai tout de suite enchaîné avec tout ça. J'ai commencé à être journaliste assez tôt, à 21 ans, à bosser pour pas mal de médias et tout. Et j'ai beaucoup bossé avec le comité olympique très vite. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné cette chance de fou d'être speaker du Club France, the place to be. Ouais. Oui. N'essayez pas de dire qu'il y avait un autre endroit mieux. Non, c'était clairement folie. non. C'était la folie du Club France. Enfin, au début, tout le monde était là en mode ouais, ces jeux pas ouf, franchement boycott, on va tous partir en vacances. Ouais, tu parles. Tout le monde est resté. Tout le monde est revenu de vacances pour venir au Club France. C'était blindé. Enfin, il y avait plus de place. C'était fou. Ah ouais. Et donc, le comité olympique m'a donné cette opportunité-là. Et en fait, je pense que j'aurais pas rêvé être à une autre place à ce moment-là parce que je faisais les célébrations des médaillés. Et je sais pas, c'était ouf en fait de me retrouver là. Je me suis dit en fait, je crois que j'ai bien fait de pas faire les jeux en tant qu'athlète. Je préfère 1000 fois les vivre à cette place-là, laisser la lumière aux sportifs et en fait leur donner la parole dans ce moment pour eux qui est juste fou. Et je pense pas qu'aux médaillés. Enfin, tu vois, pour moi les jeux en fait ça représente tellement de choses. C'est tout le travail qu'il y a derrière. Et ça m'énerve quand on dit du mal d'un athlète qui termine 4e ou même dernier aux Jeux Olympiques parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte de toutes ces années de sacrifice et de travail qu'il y a derrière. Ouais, en fait, j'ai vécu ces Jeux avec des yeux d'enfant. Je pense que j'avais du mal à réaliser tous les jours que j'étais en train de vivre ça. C'était une communion avec le public qui était exceptionnelle. J'ai vécu des finales en direct du Club France avec le public. J'ai sauté dans le public et je pensais pas être capable de faire ça avant le Club France. Je pensais pas, tu vois, mon côté ambianceuse s'est réveillé parce que vraiment, je pensais pas du tout faire ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'allais donner 2-3 infos et je faisais vraiment les célébrations des médaillés. Mais en fait, au final, c'était la fête, quoi. Ah ouais, et puis, alors moi, j'y suis allée qu'une journée pleine avec la soirée derrière. Et en fait, si tu mets pas l'ambiance toi au début, bon alors il y a l'ambiance qui vient forcément, mais t'étais quand même chauffeuse de salle, quoi. On va pas se mentir. Mais je savais pas que j'étais capable de faire ça, je te jure. C'est bien, tu t'es révélée. Moi, je me suis régalée. Franchement, je me suis régalée. Je sais pas si j'y arriverais dans un autre contexte. Tout était réuni. En fait, c'était facile là de chauffer les gens. Tout le monde était comme des dingues. Les Français, ils avaient des résultats de ouf. C'est pareil. On leur disait avant les Jeux qu'ils feraient pas autant de médailles que c'était prévu. Et puis au final, ils ont tout déchiré. Enfin, il y a eu aussi le contexte était ouf. Vraiment, le fait que ça soit à Paris, moi, j'ai redécouvert Paris aussi. Tu vois. Je me suis dit, ouais, on a de la chance, on a une ville magnifique. C'était beau. Franchement, c'était beau. La cérémonie d'ouverture, c'était une tuerie. Donc, c'était fou. Franchement, j'ai trop kiffé. Dans les questions que j'avais préparées, mais du coup, tu as commencé un peu déjà à y répondre, j'allais te demander si tu n'avais pas eu un peu un sentiment de FOMO, j'y suis et en même temps, je les vis pas en tant qu'athlète et en même temps, je suis pas au cœur de l'action. Je mets de gros guillemets parce que le Club France fait partie du cœur de l'action, mais t'es pas sur la finale par équipe de judo, t'es pas, enfin, tu vois, sur les différents lieux. Comment t'as ressenti ça, toi? Ouais, mais en fait, j'avais l'impression d'être à tous les endroits en même temps. C'est ça qui était cool, c'est que on voyait tous les lieux et toutes les finales et tous les sports différents un peu en même temps. Ça switchait et tout, c'était trop cool. Et je me souviens m'être dit, à un moment donné, je suis sur la scène extérieure devant 15 000 personnes. Et vraiment, je me souviens, c'est fin de journée, tu vois, avant de dire à tout le monde de sortir du Club France. Et on met une espèce de musique, je crois que c'était la musique du Club France, c'était les Black Eyed Peas, là,
That tonight's gonna Ouais. be. Et en fait, ils me mettent ça. Et là, je suis sur scène, je vois 15 000 personnes avec les téléphones, avec le flash. Et je te jure, là, je me dis, waouh, genre vraiment, essaye d'intégrer ce moment-là pour toute ta vie. Et franchement, je suis limite un peu émue de vivre ça. Et je me dis, c'est un moment que tu revivras peut-être jamais. Donc, ouais, là, connecte-toi au moment présent. C'est pas facile quand t'es dans un événement comme ça où tout va à 1000 à l'heure tout le temps, de se connecter vraiment au moment présent. Et là, je me dis vraiment, vas-y, franchement, kiffe, juste histoire de cette chanson, mets-toi vraiment dans le moment présent et kiffe ça. Et ça me restera toute ma vie, je pense. Et puis je pense que tu as aussi l'expérience d'athlète pour connaître justement tous les sacrifices de ces sportifs et de ces sportives, pour réussir aussi à les mettre en valeur. Parce que aussi peut-être que certains tu les connais, mais alors oui, ils viennent tous faire la fête parce qu'ils ont tous vu les images sur les réseaux des 2-3 premiers jours et donc tout le monde a envie d'y être. Mais je pense aussi que tu arrives à les mettre à l'aise suffisamment pour que ce soit une communion pleine. Non, mais c'est trop bien. T'as Alexandre Léoté qui fait champion paralympique, qui me prend dans ses bras quand j'arrive sur scène. Moi, je m'attends pas à ce qu'il me fasse ça. Et parce que Alex, je le connais hyper bien. Et en fait, j'avais ce truc de... C'est fou, j'ai grandi avec ces athlètes-là. Une Letty Guapo, un Franck Seguela, son chéri. Enfin, c'était ma génération à l'INSEP, en fait. Tous les judokas. Et de les voir vivre le meilleur moment de leur vie avec cette médaille autour du cou, ou même pas, parce qu'il y en a qui rêvaient juste de faire les jeux et pas forcément. Enfin, tu vois, tout le monde ne peut pas prétendre à avoir une médaille olympique. Si ça arrive, c'est cool, mais c'est rare, tu vois. Et de voir tout ce monde-là, même à la fin, là, quand c'était fini, les jeux Oli et Para, t'as tous les athlètes de la délégation qui sont venus au Club France pour faire un peu la fête. Et en fait, ouais, je me disais, c'est trop bien d'avoir grandi avec ces gens-là et de les voir aujourd'hui sur scène vivre leurs rêves. Moi, j'ai kiffé. Et justement, on parle aussi des paras parce que c'est vrai que ce Club France, il était là aussi pour les JP. Comment t'as vécu aussi cette deuxième quinzaine? Parce que entre les deux, il y a quand même eu une pause et il y avait l'enjeu de créer le même engouement derrière pour les paras, aussi important que pour les JO qui avaient eu lieu quelques semaines avant. Eh bah, figure-toi que ça a bien marché. Franchement, il y avait un peu moins de monde en journée, c'est vrai. Mais à partir de 17h, souvent sur l'heure des finales, franchement, c'était blindé. Alors, il n'y avait pas l'extérieur comme au JO. Ouais. Ils avaient vraiment limité à la salle intérieure. Mais je me souviens de célébrations où il y avait limite plus de gens que les Jeux Olympiques, où limite on a dû refuser des gens parce que c'était blindé. Et je me souviens qu'ils avaient dit qu'il y avait vraiment eu plus de spectateurs que pendant les Jeux Oli, tu vois. C'était génial. Ces Jeux paralympiques, moi j'avoue que je suis très sensible à ces Jeux paralympiques. J'ai toujours adoré. J'adore les athlètes. Je sais pas, je trouve qu'ils sont parfois plus accessibles, c'est vrai, que certains athlètes olympiques. Et j'ai adoré faire les Jeux para, peut-être même plus que les Jeux olympiques, tu vois. C'était aussi parce que tu savais que ça allait se finir et du coup, il y avait un truc de profiter jusqu'au bout. Ouais, et en fait, tu vois, la célébration finale des athlètes, c'est pareil, je m'en souviendrai toute ma vie, des athlètes paralympiques, ils sont... Évidemment, la délégation était beaucoup moins conséquente que les Jeux Olympiques. Et en fait, c'est ça qui est trop bien avec les paras. C'est un peu plus confidentiel, mais du coup, tu vis des moments que tu vis pas pendant les Jeux Olympiques. Tout le monde est plus accessible. Et là, cette fête de fin, t'avais tous les athlètes de la délégation paralympique, quasi tous. Il y en avait peut-être 2-3 qui étaient rentrés chez eux, mais vraiment quasi tous sur scène avec Queen. Having a good time. Quand même. Qui sautait dans la foule et tout. Enfin, c'était génial. Et là, pour le coup, j'ai pris une grosse claque. Pendant cette musique-là, je me suis dit, là, Maxou, c'est fini. Enfin, franchement, c'est fini. Tu viens de vivre un mois et demi de dingue. Comment tu vas t'en remettre? Vraiment, je me dis, là, ça va être dur. Après. Et comment se passe l'après, justement? Parce qu'on a entendu tous les athlètes, enfin, en tout cas, beaucoup dire que l'après a été terrible. Et pour toi qui as vécu ça de l'intérieur, comment ça s'est passé? Terrible, pas tout de suite, parce que j'avais encore pas mal d'événements juste derrière, donc j'ai pas trop eu le temps de réaliser que c'était fini, j'ai vite enchaîné. Mais janvier 2025, terrible. Franchement, grosse remise en question de ma vie, à me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et en me disant que j'ai limite vécu une consécration de carrière à 29 piges, quoi. Donc un peu dur. J'avais mis cette question dans ce que j'avais préparé parce que il y a eu un peu, tu vois, ce truc quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde en 2018, c'était une équipe assez jeune et donc tu te dis c'est la consécration d'une carrière, mais en fait quand t'as 20 ans,
ta carrière, elle est en pas est qu'à finie. son début. Et du coup, toi, tu vois, c'est quand je préparais, je me disais, c'est un peu finalement d'un point de vue extérieur ce que tu as pu vivre, parce que animer les Jeux Olympiques comme ça de l'intérieur, c'est presque la ligne d'arrivée, tu vois. Complètement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne d'arrivée? Parce que à 30 ans, la vie, elle est loin d'être finie, quoi. Bah rien. Non, je rigole. Non, mais si, mais j'ai mis du temps à me dire que, en fait, tout ce que j'ai fait après, l'année 2025, je t'avoue que ça manquait de saveur. Je te jure. Et pourtant, je faisais des trucs cool. Et il y avait des trucs sur lesquels je m'éclatais, mais j'avais l'impression que c'était fade. Et en termes d'émotion, je sais pas, d'adrénaline, comme la fin de carrière d'un athlète, limite une petite mort, tu vois. Vraiment en me disant limite, est-ce que, enfin, je sais pas. En fait, je trouvais plus trop mon chemin. Tout n'avait plus trop de sens pour moi. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est comme quand tu fais un truc dans ta vie où tu trouves vraiment du sens. Et moi, les Jeux de Paris 24, pour moi, ça fait longtemps qu'ils ont du sens. Enfin, je veux dire, c'est un objectif de carrière depuis pas mal de temps. Et là, de me dire, oui, il va y avoir d'autres Jeux, mais pas à Paris. Enfin, tu vois, enfin, on revivra jamais ce qu'on a vécu aux Jeux de Paris 24. Et après, au final, tu te dis que évidemment que tu arrives à trouver d'autres challenges. Et là, ce que je vis à Roland-Garros, tu vois, pour moi, c'est différent. Mais en termes d'épanouissement, c'est quand même proche de ce que j'ai vécu aux Jeux de Paris. Et je sais pas si c'est. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est parce que je partage aussi ça avec mon conjoint qui a fait Roland, et du coup, je connais très bien aussi ce milieu parce que forcément, ça fait 7 ans que je le suis partout, et donc que je connais aussi les personnes qui gravitent dans ce milieu. Et en fait, je kiffe parce que je suis là en train d'interviewer, c'est pareil, des gens avec qui je fais des dîners. Et il y a peut-être ce côté-là chez moi qui fait que c'est encore plus spécial de regarder les gens s'épanouir, ces athlètes-là, et de pouvoir les mettre en lumière, en fait, en quelque sorte. Ouais. Aujourd'hui, là, quand tu regardes les Jeux de Paris, ce que tu as pu vivre, c'est quoi la plus belle leçon, s'il y a une leçon à tirer, en tout cas, de ce que tu as vécu là-bas, ou d'apprentissage, je sais pas, qui te sert encore aujourd'hui, tu vois Ben, je dirais vraiment déjà profiter de ces moments-là parce que je pense qu'il y en a peu. Tu vois, c'est comme dans une carrière, tu vis très peu de moments où tu es vraiment en train de kiffer ta compète. Franchement, tu as beaucoup plus de jours où ça va pas trop que de jours où tout est parfait et tout s'aligne. Donc, tu vois, là, pour le coup, tout s'était aligné à ce moment-là. Et je pense qu'il faut vraiment, avec du recul aujourd'hui, j'essaye d'apprendre à savourer vraiment ces moments-là et à me dire, vas-y, tu kiffes à fond. Et peut-être aussi à me dire que j'étais capable de faire beaucoup plus de choses que je pensais. Le lâcher prise. Ça m'a appris beaucoup de lâcher prise parce que moi qui est très carré, le club France c'était pas carré. Franchement, c'était de l'impro total. Je déteste l'impro. C'est-à-dire que vraiment, s'il y a un truc qui me fait sortir de ma zone de confort, c'est bien ça. Et je pense que ça m'a appris ça. À me dire, fais-toi confiance parce que visiblement, tu t'en sors toujours. Tu vois. La joie. Je peux te donner Roland Garros ? Ouais. Joie de ouf parce que je suis en train de partager cette expérience-là avec des collègues de ouf, et que quand je rentre chaque matin dans la salle où on prépare les émissions, j'ai la banane et je suis trop contente d'être là, et je trouve que c'est rare, voilà. Trop bonne ambiance. Comment ça s'est présenté pour toi, l'opportunité de Roland Garros avec France Télé ? Écoute, j'ai fait les Jeux d'hiver là de Milan-Cortina avec France Télé. Ça s'est présenté l'année dernière parce que j'ai toqué à leur porte en leur disant, bah voilà, si vous avez besoin, moi je suis dispo. Et il s'avère que pile poil, paf, ils cherchaient quelqu'un pour animer leur nouvelle chaîne, la chaîne numérique qui a été lancée officiellement pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Et donc voilà. Et j'espère que ça va amener plein de trucs cool comme ça. Le doute, franchement, je suis tellement... ça fait partie de moi. Tous les jours, je remets tout en question en 2 secondes. Même maintenant que tu as de l'expérience, tu vois, sur le terrain. Tu sais quoi, le doute, je vais te dire les Jeux d'hiver. Ok. Parce que... c'est pas ton terrain. C'est pas mon terrain. J'ai adoré suivre les Jeux d'hiver. Ça me passionne. Enfin, je veux dire, tout le sport me passionne, mais en fait, c'est pas ça. C'est plus que, pour le coup, je me suis rendu compte que le plateau, parce que là, pour le coup, j'étais sur un plateau. Rien à voir avec ce qu'on fait à Roland-Garros, où t'es dans les allées de Roland, tu marches, tu rencontres des gens, paf, tu te sers du décor. Là, plateau, face cam, toute seule sur le plateau. Là, ouais, gros doute. Je me dis, est-ce que vraiment je suis faite pour ça ? Est-ce que je veux continuer d'aller là-dedans ? C'est du doute parce que l'impression de pas être légitime, ou c'est pas cette question-là ? Non, parce que je me trouve plutôt légitime dans la mesure où, franchement, jeux d'hiver, jeux d'été, enfin, dans tous les cas, je suis passionnée de sport, donc je fais mes fiches, je taffe comme une malade et ça le fait. Même si c'est un domaine que je maîtrise un peu moins, c'est sûr que les sports d'été.
mais doute de... j'ai toujours tendance à remettre tout en question, moi, dans ma vie. Et je trouve que cette expérience était très riche en apprentissage pour moi, mais juste doute de... ouais, est-ce que vraiment je veux continuer dans ce métier-là ou pas? Carrément. Ouais, je suis comme ça, moi. C'est tout ou rien, quoi. C'est tout ou rien. Mais ça m'a pris une semaine. Voilà. Donc la première semaine des Jeux. Non, mais les 2 semaines, j'ai pas trop kiffé. Ah ouais. Le plateau, vraiment, parce que tout le reste était trop cool. L'ambiance, c'est pareil. J'étais avec Inès et Pauline, avec qui je fais Roland Garros. L'ambiance était super. Les Jeux Olympiques d'hiver étaient super. Mais vraiment, c'est d'être en plateau, ça m'a frustrée. Avec un live chat qui était pas toujours sympa. Et en fait, où on avait le retour en live et où, en fait, malheureusement, t'as quelques commentaires négatifs, tu retiens que ça. Et où, en fait, je me dis, mais vas-y, ça se trouve, ils ont raison, j'y connais rien au sport. Et en fait, il faut pas que je fasse ça et je suis pas bonne pour ça. Et Oui. ouais, moi, j'ai tendance à tout remettre en question. Oui, alors que sur le plateau de la chaîne sur France 2 ou France 3, t'as pas le retour du public. Donc Là, en fait, tu le vois pas tout ça, les commentaires négatifs. Tu le vois après, mais pas en direct ouais, live. Même pas après, parce qu'au final, je regarde même pas. Mais ouais, non. Là, c'est vraiment d'avoir ce truc-là en direct qui m'a un peu... Et du coup, c'est une expérience que tu vas pas vouloir revivre? Alors, pas une question de live chat ou quoi, mais plus le plateau. Enfin, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas ce que je préférais. Je dis pas que je le referais pas, parce que faut sortir de sa zone de confort, mais c'est un exercice dans lequel qui m'intéresse moins. Ouais, je pense. Et j'allais te poser une question justement sur ces Jeux d'hiver, parce que je t'ai posé une question sur le FOMO de Paris 2024 qui finalement tu n'as pas eu. Les Jeux d'hiver, pour le coup, t'es en plateau à Paris, alors que tout se passe loin de Paris, finalement. Mais en fait, je pense qu'il y a ça aussi. Tu m'aurais mis un plateau à Milan-Cortina, et encore que pas sûr, parce que c'était tellement éloigné. En fait, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est être avec des gens. Donc, si tu me mets toute seule sur un plateau face à une caméra, j'avoue que tu me perds, quoi. Je me débrouille, mais c'est vraiment pas ce qui me fait kiffer. Par contre, tu me mets des gens en plateau, même si c'est un plateau brut, pas forcément à Milan, déjà, là, tu me retrouves. Oui. Tu vois. Mais en fait, c'est le manque de contact avec les gens ou avec les athlètes qui m'a manqué. Bah surtout que c'est ce que tu dis, en fait, ce que t'aimes, c'est mettre en lumière les athlètes et pouvoir les valoriser. Au final, ben là, tu fais un peu le passe-plat, quoi, sur le plateau, et du coup, bah c'est pas du tout ce que t'aimes. Pas du tout. Donc tu vois, je me suis rendu compte de ça, mais ça m'a quand même fait douter pour plein de choses du coup derrière. Et finalement, tu les retrouves, les athlètes, quand même, parce que c'est toi qui fais le retour en France. Alors, je fais pas le retour des Jeux Olympiques. Oui, tu fais les Jeux para. Des Jeux paralympiques. Avec nos 12 petits, pas petits, mais ils sont que 12, quoi. Ah, c'était énorme. Ouais. En fait, tu vois, encore une fois, le retour des athlètes au lit, ça devait être tellement dur pour Pierre, que je connais très bien, qui se piquait ce retour des athlètes au lit. Et nous, trop bien. Déjà, on est en binôme, donc très simple de se piquer à deux. Et en plus, ils sont pas beaucoup. Et donc, tu peux prendre le temps, en fait. Tu peux prendre le temps de les présenter, de les faire kiffer un par un. Avec le public, il y avait du monde, c'était trop bien. Je me suis régalée. Franchement, je pense que ça m'a redonné un peu la petite, les petites étoiles dans les yeux que j'avais eues au jeu de Paris 2024. Puis ils sont sympas, quoi. Enfin, moi, j'en ai rencontré un paquet du coup pour le podcast. Et qu'est-ce qu'ils sont cool. Tellement d'autodérision, c'est chaud. Donc ça t'a redonné envie peut-être de vivre les jeux pour plus tard? Non, mais grave. Mais de toute façon, là, si tu m'écoutes, moi, c'est Jeux Olympiques de LA 2028, évidemment, et JO 2030. Pour l'instant, j'ai ça en ligne de mire. Après, je me suis toujours dit que je sais pas si je ferais ce métier-là toute ma vie. Ok. Mais là, en tout cas, j'ai ça en ligne de mire. Ouais, et puis tant que t'es dans la dynamique, que t'as l'énergie, que t'as envie, de toute façon, autant y aller, quoi. Ouais, carrément. Je l'ai dit en introduction, on va changer un peu de sujet. Tu as participé à Koh-Lanta donc en 2021. Tu as gagné, donc félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu as appris de cette aventure de survie et surtout de stratégie? Parce que finalement, il y a du sport, mais c'est quand même beaucoup de stratégie, quoi. Ouais. J'ai appris, pareil, à faire au jour le jour, parce que dans cette aventure, t'as pas le choix. J'ai appris à gérer mes émotions, parce que t'en as environ 1000 par jour, parce que c'est les montagnes russes et que tu dois t'adapter. J'ai appris que j'étais pas si mauvaise aventurière, finalement, à ce qui paraît. Non, mais ça m'a confirmé que mon côté social a beaucoup joué en ma faveur aussi, et que oui, il a fallu faire des stratégies, et je pensais pas du tout à ça avant d'aller dans l'aventure. Et en fait, c'est un jeu où t'as
Je dis pas que t'as pas le choix parce que chacun fait son aventure comme il veut, mais t'as quand même des trucs qui se présentent où il y a un moment donné t'es obligé de faire des choix, t'es obligé d'éliminer des gens. C'est un jeu cruel en vrai, parce que tu brises le rêve de personnes qui veulent faire ça depuis des années parfois. Moi, j'avoue que c'était différent parce que j'ai vraiment pris l'aventure en mode, tu sais, on parlait tout à l'heure que j'avais un peu subi mes choix, pas du tout, mais tu vois que j'avais souvent suivi mon grand frère Oui. notamment dans mes choix, en tout cas jusqu'à koh notamment, peut-être, ou enfin non, un peu avant quand même. Et là, c'est vraiment quelque chose que je faisais pour moi. C'est moi qui ai décidé de faire cette aventure, c'est moi qui ai décidé d'aller m'exiler sur une île perdue. Et je pense que c'était une période où j'avais besoin de me retrouver. J'étais journaliste, je savais pas si je voulais faire ça. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de me dire. Mais le milieu Oui. est parfois compliqué. Donc je pense que j'ai souvent Bah surtout en tant que femme. Hier soir, j'étais à la soirée de l'asso femmes journalistes de sport qui parlait des chiffres et tout récemment dans le milieu pour les femmes. Et du coup, c'est encore plus dur et t'es sans cesse en train de te questionner de est-ce que finalement j'ai fait le bon choix parce que c'est un combat perpétuel, quoi. Carrément. Donc c'est vrai que ça m'a souvent, me suis souvent dit est-ce que j'ai les épaules pour aller dans ce milieu-là, tu vois. Et donc à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de me retrouver, de faire une pause, de partir loin de tout. Tu sais, t'as tendance à quand ça va pas avoir envie de te barrer à l'autre bout du monde. Et ça a marché. Non mais c'est vrai et ça a marché. Écoute, franchement, je me suis retrouvée, j'ai rencontré des gens géniaux. Moi, c'est ça que je retiens dans cette aventure, c'est même pas d'avoir gagné. Je pensais même pas à la gagner. Enfin, si tu veux, genre. Pour moi, c'était tellement impossible, c'était tellement loin que j'ai juste rencontré des gens de ouf avec qui j'ai avancé au fur et à mesure de l'aventure. Et ma plus belle victoire, franchement, c'est d'avoir rencontré Laure, quoi. Ouais, tu la vois encore aujourd'hui ? Bien sûr. Ah ouais, c'est ma sœur. Non, mais c'est vrai. Enfin, vraiment, c'est la sœur que j'ai jamais eue, en fait, que j'aurais jamais rencontrée dans la vraie vie parce qu'on vient de deux mondes qui sont complètement différents. Oui. Elle est agricultrice. Moi, je suis journaliste. J'ai déjà vécu, entre guillemets, 1000 vies. Elle est restée dans sa petite campagne depuis c'était son premier gros voyage à Tahiti. Donc, cette fille, c'est ma plus belle victoire de Koh-Lanta, tu vois. Tu y repenses souvent à ce que tu as vécu là-bas ou c'est vraiment, ça fait partie de toi, mais en fait, maintenant, c'est autre chose. Ouais, mais j'ai très vite switché, hein. Franchement, moi, c'était pas un rêve de faire Koh-Lanta. Enfin, je l'ai plus. T'as été prise de ta première candidature ? Ouais. Waouh. Je crois que c'est dur. Hein. Ouais, de fou. Il y a des gens qui postulent depuis 20 ans. Enfin, j'ai plus vu ça comme un challenge que j'avais besoin de me prouver des choses à ce moment-là. Je voulais voir si sportivement je tenais un peu la route. Je pense que c'est ça, c'est mon côté sportif qui a voulu faire cette aventure-là. Mais si tu veux, j'ai jamais. Il y en a plein qui rêvaient genre de se débrouiller dans la nature. Moi, si tu veux ça, c'est pas. Enfin, franchement, c'était pas dingue, quoi. J'étais pas très contente de dormir par terre, de pas manger. Enfin. C'est pas le côté que j'ai préféré de l'aventure, mais vraiment les épreuves. Moi, je voulais faire les épreuves, tu vois. Ça m'a appris plein de trucs. Déjà, de me contenter de pas grand-chose. Je trouve que c'est important. Et du coup, après, quand tu reviens, au final, tu gagnes. Donc, c'est vrai que tu as ce truc de la gagnante de Koh-Lanta. Revenir dans le journalisme, c'est pas trop dur, justement, d'enlever cette étiquette de Maxine de Koh-Lanta pour revenir à Maxine, journaliste de sport? Ben, je crois que ça s'est fait assez naturellement. En vrai, je trouve que j'ai bien géré. Après. Bravo. Non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve que Koh-Lanta m'a apporté plein de choses. On va pas se mentir, parce que ça te fait une super exposition. Mais en fait, j'étais déjà journaliste. J'avais déjà eu des super propositions avant dans plein de chaînes que j'avais acceptées ou non. Donc pour moi, j'étais déjà Maxine. Enfin, je veux dire, sans Koh-Lanta, j'étais déjà journaliste. J'avais déjà mis un pied dans le milieu. C'est juste que ça a été un accélérateur plus, je pense, en termes de... avec les marques. J'ai beaucoup travaillé avec les marques. En fait, le timing était parfait. J'ai gagné en 2021. Les Jeux, c'était 3 ans après. Toutes les marques, elles investissaient à mort dans le sport. Je connaissais bien les athlètes. Donc ça, pour moi, ça a été une aubaine, en fait. Il y avait beaucoup de marques qui m'ont contacté pour faire plein d'événements avec des athlètes et je me suis régalée. Franchement, c'était trop bien. Mais j'ai un peu laissé tomber le côté journalistique, justement, à cette période-là. J'ai beaucoup plus fait d'événementiel. De la speakeuse, influence peut-être aussi un peu. Carrément. Et je pensais pas du tout aller vers là. Tu vois, le côté speaker et tout, je l'avais pas du tout vu venir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ce métier-là, tu pouvais faire plein de choses. Ce côté animatrice te permet de faire vraiment 1000 trucs différents. Et j'ai kiffé. Franchement, pendant 3 ans et tout, j'ai kiffé découvrir le milieu du speak, faire plein de trucs dans l'événementiel, bosser avec des marques, faire de la création de contenu, mais qui pour moi restait en fait dans ce que je voulais faire parce que je faisais la création de contenu, j'étais limite journaliste en fait, je faisais de la création de contenu avec des athlètes pour des marques, enfin pour moi c'était hyper logique et je trouve qu'en fait ça s'est assez vite gommé ce côté Maxine de Koh-Lanta. Parce que c'est vrai que c'était mon nom de famille à un moment donné. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est Maxine de Koh-Lanta. Ouais. Maintenant, tu l'entends plus. Non. Franchement, c'est rare. C'est très rare. Ouais, non, mais parce que, tu vois, quand les gens ils font de la télé, souvent, il y a un peu ce truc de comment t'arrives à... Oui, c'est un tremplin,
Mais comment t'arrives à le gommer, tu vois? Dans ceux qu'on fait Koh-Lanta, on peut penser à Mathieu Blanchard, à Alix, mais Ouais, mais tu vois, Mathieu a réussi. Mais oui, Et Alix les aussi, deux ont réussi, ouais. mais Dorian aussi, tu vois. Ouais. Et ils ont plus cette étiquette-là, mais tu te dis, est-ce que ça prend du temps ou est-ce que finalement tu t'en sors quand même pas trop mal? Je pense que ça dépend ce que tu fais après, en fait. Et en même temps, Dorian, Mathieu, Alix, c'est des athlètes aussi exceptionnels. Ah oui. Donc, je crois que tu gommes assez vite ça et que tu retiens le fait que c'est des athlètes, en fait, tu vois. Et comme moi, aujourd'hui, je pense que... Oui, on retient ce que tu fais maintenant et c'est ce qui compte, quoi. Et en plus, tu vois, c'est pas dans mon profil. Autant il y en a qui l'affichent dans le profil Insta, tu vois, ou dans ton nom, c'est marqué Maxine Koh-Lanta ou peu importe. Autant, moi, j'ai pas ça. Donc, les gens aujourd'hui, je pense qu'ils me suivent, ne savent limite même pas que j'ai gagné Koh-Lanta, tu vois. Oui, et ça ceux me qui le fait arrivent plein de fois, ça, sur des événements où au final, ils l'apprennent au bout d'un moment et ils font ah ouais, mais t'as gagné Koh-Lanta en fait. Bah oui, enfin oui. Oui, voilà, c'est un petit truc comme ça. Et aujourd'hui, c'est quoi tes projets parce que donc là, t'es sur Roland, donc au moment où on enregistre. Mais l'épisode sortira, Roland sera fini. Oui. C'est quoi ce qui te fait vibrer aujourd'hui comme événement sur lesquels tu peux être et comme projet que t'as? Bah franchement, déjà, je me dis de plus en plus que j'aimerais bien faire mon émission à moi. Arrêter d'attendre que les chaînes te proposent un truc qui est hyper bien ficelé pour toi parce que c'est pas souvent le cas, c'est assez rare. J'aimerais bien faire du divertissement. Tu vois, j'ai eu la chance de faire la carte au Trésor Junior pour France 4 et au coup, il y a 3 ans. J'ai grave kiffé. Donc j'aimerais bien, si tu me demandes ce que je veux faire, franchement, animer en Terre Inconnue, Top Chef, Pékin Express. Voilà, j'aime trop, tu vois, ces émissions qui pour moi allient la compétition, le côté sportif et l'aventure. Et ça, je trouve ça cool. Donc, j'aimerais bien aller dans le divertissement. Et si je peux continuer des trucs comme ça, comme je fais à Roland, là, ce genre d'émissions-là qui, pour moi, sont juste géniales, je le ferai. Mais aussi bosser sur ma propre émission. Ouais. Je suis en train d'y réfléchir. J'aimerais bien lancer mon truc, tu vois. Sur Twitch ou sur une chaîne? Sur YouTube, je pense. Ou sur YouTube, Sur YouTube, ouais. Ouais, format là. Et après, essayer d'aller voir si mon projet il peut plaire à des marques. Plutôt qu'une chaîne de télé, j'avoue, je préférais que ça reste entre mes mains. Je comprends. Je ne peux que valider. On arrive à la fin de l'enregistrement. J'ai 2 questions pour toi, 2 que je pose à tous mes invités. Oh là. La première, c'est si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un ou une athlète de haut niveau, tu choisirais qui et pourquoi? Un Hakim Areski, tu vois. Je vois pas qui c'est. C'est Sifoot. Ok, très bien. Les champions paralympiques. Ouais. Ou, enfin bref, un des mecs de l'équipe de France de Cécifoot pour me rendre compte en fait de leur quotidien où évidemment ils font pas que du sport parce que ils sont pas du tout professionnels et on sait très bien que le handisport c'est compliqué en France, et pas que, mais que ce sont des athlètes qui sont obligés de travailler à côté. Et du coup, j'aimerais bien, tu vois, aller dans une vie d'un athlète qui fait pas que ça et qui a une vie limite lambda alors que le mec il est champion paralympique, tu vois. Bah ouais. Donc je dirais ça. Hein. Ouais, n'importe quel athlète paralympique en fait, je trouve ça trop cool. Et enfin, à qui est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Ben, je pense qu'une Pauline Bouic aurait pas mal de trucs à te raconter, qui est ma collègue sur l'émission qu'on a en ce moment à Roland-Garros, qui gravite aussi dans le milieu du sport et qui va manger des sushis avec moi ce soir. Eh bah très bien. J'espère que vous allez vous régaler. Merci beaucoup à toi pour ces échanges, c'était passionnant. C'était trop cool. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures puisque maintenant ça fait un petit moment que tu gravites dans ma télévision et sur mon téléphone. Donc voilà, merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!